sommes ensemble et en direct sur Europe 1 jusqu'aux alentours d'1h13, heure à laquelle vous retrouverez Taratata. Et si vous êtes totalement bilingue ou si vous souhaitez, comme moi, améliorer votre anglais, eh bien réjouissez-vous car c'est un Taratata spécial british que Nagui vous propose ce soir. Mais pour le moment, vous rentrez peut-être à l'instant de chez vos voisins avec qui vous avez passé la soirée pour fêter la fête des voisins. C'est devenu un moment incontournable peut-être pour vous, ou à l'inverse, vous avez des voisins tellement antipathiques ou rabat-joie que passer une soirée en leur compagnie, ce serait plutôt un cauchemar. Alors quel rapport entretenez-vous avec vos voisins? Vous pouvez en parler si vous le souhaitez au 39 21 de cela et de tous les autres sujets qui vous tiennent à cœur. Vous serez accueillis ce soir par Quentin et Assiba sous le regard attentif de Vivian Lecuivre qui réalise cette émission. Pour tous vos commentaires, pour toutes vos réflexions, vous avez les SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit et également les courriels sur le site europe1.fr. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, je voulais intervenir ce soir par rapport au secret de famille. Oui. J'ai 37 ans et je viens de comprendre enfin qui était mon père géniteur. Oui, il y a combien de temps? Récemment donc? Récemment, tout à fait. Il y a 15 jours, ma mère m'a donné son nom. Oui. Et ça a été très dur et c'est encore très dur aujourd'hui. Oui, je comprends. Les conséquences sont extrêmement graves. Pour vous, c'est-à-dire que vous le ressentez comment, cette révélation aussi tardive? Moi, à la limite, quand elle m'a donné son nom, j'ai été soulagée. Mais il faut savoir que je suis à la fois bipolaire et malade alcoolique. Et j'ai la chance d'avoir un très bon psychiatre qui me dit que ça découle de tout ça. Oui. Et j'avais besoin d'en parler parce que ça me paraît très important. J'en ai fait part à mes enfants. Voilà. Et on ne doit pas cacher les choses aux enfants, finalement. C'est certain. C'est certain parce que si on leur cache des choses, finalement ils peuvent... les enfants savent souvent, on le voit, l'exemple le plus frappant, je vais prendre, c'est celui des enfants adoptés. Si on leur explique pas, souvent ils vont mal et ils manifestent. Un être humain, c'est souvent ce qui lui est arrivé depuis sa conception, mais il le sait d'un savoir inconscient. Et donc c'est un savoir interdit. Et si on dit la vérité à l'enfant, on lui donne un peu la clé et l'autorisation de savoir consciemment ce qu'il sait déjà inconsciemment. Et si on lui ment, eh bien, il est obligé d'exprimer par des symptômes ce savoir inconscient. Donc, quand votre psychiatre dit que finalement, à travers peut-être votre bipolarité, votre alcoolisme, vous exprimez quelque chose, on peut le rejoindre. Oui, et moi je lis beaucoup et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai lu une phrase de Françoise Dolto qui me paraît super importante, c'est-à-dire que l'enfant a l'intuition de son histoire. Si la vérité lui est dite, cette vérité le construit.
Et comme jusqu'à présent, la vérité ne m'avait pas été dite, j'ai l'impression de ne pas m'être construite quelque part. Oui, de ne pas savoir quelles sont vos racines. Oui. Finalement, il vous a manqué des... Il y avait des choses qui vous manquaient. Mais ce qui me pose question, vous avez demandé qu'est-ce qui fait que votre mère a décidé de vous révéler cela il y a 15 jours. Parce que j'ai insisté. Donc, c'est que, d'ailleurs, vous avez dit, j'ai fini par comprendre enfin qui était mon père. Donc, vous avez insisté, c'est-à-dire que vous saviez, au fond. Ah, je le savais très bien, oui, tout à fait. Je le ressentais. Depuis quand ? Je dirais depuis l'âge de l'adolescence, en gros, depuis l'âge de 12-13 ans. Et ça a été confirmé quand je me suis mariée et que quand il faut se marier, il faut un acte de naissance intégral. Et j'ai été reconnue par mon grand-père à l'époque. Voilà. Oui, à ce moment-là, c'est votre grand-père qui vous avait donné son nom. Oui, tout à fait. Et après, vous avez été élevé par un autre homme. Comment ça s'est passé pour vous ? Tout à fait. Ma mère s'est mariée alors que j'avais un peu plus de 2 ans. D'accord. Et mon père nourricier s'est pas posé de questions. Il a épousé une femme avec un enfant et il se posait pas de questions. Oui. Quel lien avez-vous avec votre père nourricier, comme vous l'appelez ? Oui, je l'appelle comme ça juridiquement. Quel lien j'ai avec lui ? Des liens super compliqués. C'est difficile la relation ? C'est dans quel sens ? La relation est difficile, mais apparemment, quand j'en parle avec mes frères et sœurs, parce qu'on est 4, la relation est compliquée aussi avec les suivants. Qui sont ses enfants ? Qui sont ses enfants, ses propres enfants. Ses enfants de naissance, on va dire. Tout à fait. Oui, donc c'est pas lié forcément au fait que vous n'étiez pas sa fille de naissance, comme disait joliment Françoise Dolto. Non, tout à fait. De toute façon, qu'il n'était pas votre père de naissance. Hein. Non. Et par rapport, pourquoi votre mère, vous lui avez demandé pourquoi elle vous avait caché la vérité sur l'histoire, sur votre histoire, sur les conditions de votre venue au monde ? Alors, ce qu'elle souhaitait, c'est que quelqu'un gaffe. Que quelqu'un dans la famille gaffe, fasse une gaffe et qu'un jour on me dise écoute, t'es pas la fille de ton père. Que quelqu'un finalement finisse par le dévoiler, ce secret. Elle ne savait plus comment en sortir. Voilà, tout à fait. Oui, mais pourquoi au départ ça a dû être un secret ? Enfin, pourquoi pour me protéger. De quoi ? Me protéger par rapport à mes frères et sœurs, par rapport à mes grands-parents paternels, parce que mes grands-parents maternels savaient très bien. Voilà, c'était par protection. Et après, elle était enfermée dans ce secret, elle ne savait plus comment en sortir. Exactement, tout à fait. Mais pourquoi, finalement, est-ce qu'elle vous a parlé ? Vous dites qu'elle vous a donné le nom de votre père de naissance, mais est-ce qu'elle vous a parlé de lui et des circonstances de la rencontre avec cet homme qui ont fait que vous êtes venu au monde ? Pourquoi ? Comment elle l'a connu ? Parce que au-delà du nom.
les circonstances, j'ai fini, je les ai comprises parce qu'on s'est vu devant une tierce personne qui est mon psychiatre. Et c'est un coup d'un soir. Votre mère l'a exprimé en ces termes-là ? Non, mais moi, je l'ai interprété comme ça. Oui, ça c'est votre interprétation. Tout à fait. Les propos de votre mère étaient lesquels ? Alors, c'est-à-dire que mes grands-parents maternels sont allés voir les parents de ce garçon pour qu'ils éventuellement se marient, qu'il y ait plus de choses, et personne n'a rien voulu savoir. Oui, et vous, on a l'impression que volontairement vous voulez donner quelque chose d'assez cru et d'assez, vous voyez, quand vous dites un coup d'un soir, c'est assez brutal, assez cru. Alors que bon, après tout, on pourrait dire, il y a eu une attirance aussi très forte entre eux qui n'a pas donné suite. Alors après, les grands-parents, apprenant que votre mère était enceinte, auraient voulu concrétiser, officialiser la relation par un mariage. Mais peut-être que dans cette relation qui n'a pas duré, il y a eu une attirance et une séduction très forte. On a l'impression que vous vous tenez très à distance, tout ça, avec cette expression très crue que vous employez. C'est pour ça que je demandais si c'était vos propos ou ceux de votre mère. Et vous me dites que votre mère n'en parle pas comme ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je me protège maintenant ? Vous semblez vouloir vous protéger, donc ça... J'essaye, mais pas suffisamment. Vous voulez vous protéger de quoi ? De me protéger de tout ce qui s'est passé, finalement. Mais... C'est-à-dire quand je dis un coup d'un soir, c'est arrivé, et puis voilà. Et vous êtes là aujourd'hui ? Et moi, je suis là, oui. Oui ? Donc vous êtes né d'un désir très fort, une attirance très forte entre votre mère et cet homme qui était... voilà. Ouais. Même si ça ne s'est pas concrétisé par effectivement un mariage. Oui. Alors après, le reste à travailler avec votre psychiatre. Parce que là, c'est... Au fond, il y a quelque chose, je ne sais pas peut-être comment vous le ressentez, mais vous dites, vous savez enfin, c'est-à-dire ce secret que vous pressentiez. Là, c'est dit. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous allez en faire finalement, hein ? Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Voilà. J'ai tout entre les mains et en même temps, c'est compliqué. Oui, c'est un peu vertigineux. C'est à la fois peut-être libérateur de savoir et en même temps... Ça me fait du bien. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous savez enfin que il y avait quelque chose que vous ressentiez et qui ne collait pas, qui ne correspondait pas au discours qui était officiellement tenu. Et là, ça y est, c'est en adéquation. Et puis maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire maintenant que les choses sont dites ? Mais là, il faut vous donner du temps. D'en parler avec votre psychiatre. Mais le problème, c'est que je veux tout de suite. C'est-à-dire, que voulez-vous ? Que les choses soient réglées maintenant. Mais ça serait quoi, pour vous, des choses réglées ? Dans ma tête, que tout aille bien dans ma vie maintenant. Oui, mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, par rapport déjà, vous me dites si vous avez un problème de bipolarité, ça ne peut pas se régler comme ça, qui engendre des problèmes d'alcoolisme, ça peut pas se régler comme ça. Simplement, le fait de travailler sur votre histoire
et avoir cet élément-là essentiel, quand même important de votre histoire, va vous permettre d'avancer davantage et peut-être par rapport à ces symptômes, en tout cas d'y donner davantage de sens. Et donc d'aller un peu mieux. Oui, c'est ce que je souhaite, aller un peu mieux. Donc après, donnez-vous le temps de voir qu'est-ce que vous allez faire de tout ça, parce que c'est à la fois un peu libérateur, et puis en même temps c'est toujours très perturbant de découvrir à l'âge adulte que au fond vous étiez, ce que l'on vous avait dit jusque-là, reposé sur des mensonges. C'est voilà, vous êtes entre deux versants qui sont quand même déstabilisants. Oui. Mais bon, vous avez un lieu pour en parler, Gaëlle. Tout à fait. Oui. Mais bon, je tenais à vous appeler aussi. Mais si vous voulez, après, c'est vrai que Daniel demande si ce père de géniteur ou ce père de naissance est encore vivant et si vous le connaissez. Oui, il est vivant. Oui, je peux lui Alors, dire. ce qui suppose derrière, effectivement, on imagine la question de Daniel, si vous avez envie de le rencontrer, peut-être, moi je vous ai pas posé la question parce que j'imagine il y a 15 jours, vous parlez de rien, vous posez la question à votre mère, il y a 15 jours, elle vous informe, elle vous donne son nom. Maintenant, faire des démarches, le rencontrer dans la réalité, c'est encore une autre étape. Et je crois que ça, c'est vraiment... d'abord, il y a des personnes qui ne le font pas forcément. Et puis, en même temps, certains, parfois, quand elles connaissent l'identité de leur père, ont besoin, en plus, de le voir physiquement. Et ça peut se comprendre, parce qu'on peut avoir un besoin de mettre un visage et un corps sur un nom. On vient d'apprendre, c'est besoin d'avoir un lien charnel, de voir à quoi aussi ressemble ce père que l'on a découvert, savoir si on lui ressemble, c'est important, reconnaître dans ses parents quelque chose de soi, vice-versa. Et puis, comprendre aussi ce qui a pu se passer dans cette histoire, pourquoi il n'est pas resté, pourquoi il n'est pas resté auprès de l'enfant, même adulte, se dit pourquoi il n'est pas resté auprès de moi, pourquoi il n'a pas pu être dans la réalité mon père. Alors, bon, vous dites ça en disant ça a été un coup d'un soir, mais inconsciemment, il peut y avoir quand même dans ce genre de situation un désir inconscient que quelque chose soit un jour réparé, d'être un peu reconnu par le père qu'on n'a pas connu. Et donc, quand on a tous ces espoirs au fond de soi, aborder la rencontre avec ce père, ça la rend souvent difficile et ça peut expliquer que beaucoup s'avouent souvent déçus parce qu'il y a beaucoup de demandes inconscientes qui pèsent là-dessus et on peut arriver avec une image très idéalisée de ce père. Donc, si on rencontre, ça je le dis de façon plus générale, son père à l'âge adulte, il faudrait se laisser du temps pour apprivoiser cette réalité-là, parce qu'on ne peut pas, en une seule fois, juger la personnalité de quelqu'un. Mais encore une fois, donnez-vous du temps et vous venez seulement d'apprendre. Vous le saviez au fond de vous, mais vous avez provoqué cette discussion avec votre mère il y a 15 jours. Donc prenez le temps d'en parler avec votre thérapeute. Et puis là, ce que j'entends, c'est que vous avez surtout, vous espérez un mieux-être dans votre vie. Exactement. Oui, c'est pour vous la priorité. Oui. Merci Gaëlle de votre appel. Merci Caroline de votre écoute. Au revoir. Au revoir Caroline.
Julian Peretta, Stitch Me Up. Ça vous va, mon cher Kojak? Vous êtes un peu sadique avec moi. Kojak me dit, j'ai hâte de vous entendre prononcer le titre. Ouais, non, mais il y a un fond de sadisme chez certains d'entre vous. Le Silversif réagit au témoignage de Gaël sur les origines et en disant, nous naissons tous d'une fiction. C'est la façon de nous en défaire qui nous fait vraiment. Et oui, c'est la référence aussi à la fameuse scène primitive, c'est-à-dire cette scène que l'on imagine, cette scène où l'on a été conçu par nos parents. Donc Freud en parlait comme la scène primitive, la scène de notre conception, qu'on ne peut que fantasmer, forcément. Alors là, on voit effectivement Gaël, à sa façon, disait le coup d'un soir. Bon, ce qui était une façon de tenir à distance aussi, de se protéger de tout ça. On accueille maintenant Hakim. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Hakim. Bon, écoutez, comment je vais commencer Comme vous voulez. Oui, alors je disais en fait à votre collaboratrice et puis après votre collaborateur, j'ai vécu une relation amoureuse très 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 forte, d'autant plus, je dirais, j'étais pas vraiment prêt à vivre cette relation amoureuse très forte, pour la bonne raison qu'à l'époque j'étais en instance de divorce. Et ce qui fait, quand l'amour vous tombe dessus, si vous voulez, on ne le choisit pas, quoi. Ça tombe à ce moment-là. Et puis, bon, j'étais pas prêt. Bon, ça, je m'en suis rendu compte bien après, quoi. Au départ, cette femme, c'est vrai que physiquement, elle me plaisait, elle me plaît toujours énormément. Et puis, c'était très réciproque. Et puis les choses sont faites très rapidement. Comment vous expliquer comment vous dire ça, au bout d'un mois, j'ai pratiquement emménagé chez elle, quoi. C'est-à-dire qu'elle. Ah oui, c'était rapide. Oui, disons que moi j'en avais un petit peu peur, mais c'était une femme qui, comment vous expliquer, elle voulait toujours ma présence près d'elle, quoi. C'est-à-dire, oui. Dès que je sortais de mon travail, il fallait que je sois là, il fallait pas que je traîne de trop. Et puis moi, écoutez, je rentrais, mais vraiment tranquillement, quoi. Voilà. Et en même temps, j'étais aussi rempli de. Bon, en même temps, cette femme a 2 enfants, ce qui fait. J'ai eu du mal au départ, pourtant je savais que je l'aimais cette femme, mais j'arrivais pas du tout à exprimer, à faire sortir cet amour en moi à son égard. Et alors qu'elle débordait d'amour pour moi et elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour vraiment, m'emmener vers elle, dans son monde, quoi. Et j'étais conscient de tout ça, mais j'arrivais pas du tout à exprimer l'amour que j'avais pour elle. Et c'est après j'ai réalisé qu'en fait, j'ai fait une sorte de transfert envers cette femme, c'est-à-dire j'avais tellement donné par rapport à ma première femme, à ma femme, que après je me protégeais un petit peu, quoi. Inconsciemment, je me protégeais par rapport à, je dirais, un deuil la rupture avec avec ma femme n'était pas vraiment fait, quoi. Ce qui fait j'avais du mal à être complètement dans cette histoire d'amour avec cette compagne. Mm-hmm. Donc, les choses par la suite. Donc, moi, j'ai 3 enfants de mon côté. Elle a 2 enfants. Donc, moi, j'ai une habitation. Elle a également. Et puis, je lui dis, j'avais proposé qu'on essaye de regrouper les 2 familles, quoi. C'est-à-dire qu'elle vienne chez moi avec ses 2 enfants. Et puis, moi, j'ai la garde alternée de mes enfants, quoi. Donc c'est ce que nous faisons au bout de 2 ans. Au départ, je vis 2 ans chez elle, donc à son domicile, et 2 ans après, donc nous décidons de réunir ces 2 familles. Et catastrophique, quoi. C'est une catastrophe car en fait,
plein de choses nous tombent dessus, et en même temps, je me rends compte que c'était une femme qui était remplie de stress, et j'avais pas vraiment cerné toute sa personnalité, quoi. Moi qui pensais que c'était une femme plutôt calme, posée, et le jour où il a fallu déménager, c'était vraiment horrible, et elle me communiquait son stress également, quoi. Et ce qu'il faisait, après, notre relation a fini par, à se désarticuler un petit peu, quoi. Donc, l'impression de l'amour fou, passionnel, c'était devenu plutôt un amour, c'était plus la même. Je sentais que c'était plus du tout la même relation. Il y avait comme une sorte de rapport de force. Oui. Mais entre-temps, elle avait donné son préavis, on avait déménagé tous ses meubles, on a tout emménagé chez moi, et puis en même temps, c'est vrai que c'est une femme qui est un petit peu influençable, car elle me dit, au départ, je ne l'avais pas vue comme ça, mais c'est par la suite, elle me l'a avoué, c'était une femme qui n'avait pas énormément confiance en elle, quoi. Et, oui, certainement. Et son entourage a tout fait pour essayer de casser la liaison que nous avions, quoi. D'ailleurs, avant de déménager, avant d'envoyer son préavis, elle m'avait bien dit qu'il ne fallait pas le dire à un de ses amis qui habitait dans son immeuble, car il risquerait de s'opposer. Alors moi, j'étais un peu surpris de sa réponse, et j'ai peut-être été stupide de ne pas approfondir la chose en lui demandant mais pourquoi il a tant d'influence que ça sur toi, ce type et j'ai pas osé, certainement que j'ai pas voulu envenimer les choses, j'ai pas voulu la mettre dans l'embarras, quoi. Donc j'ai laissé courir. Et puis manque de peau, ce type a tout fait pour casser cette liaison. Et bien entendu, vu qu'elle était plus ou moins influençable, comment vous expliquer, moi de mon côté aussi, j'ai rien fait pour la rassurer, parce qu'après on vivait dans un climat quand même assez tendu. Donc et puis je crois que les choses se sont précipitées d'une façon un peu trop rapidement, quoi. C'est-à-dire à la fois, j'avais pas encore divorcé, nous avions pas acheté la part de mon ex-épouse. En même temps, mon ex-épouse avait laissé certains meubles dans mon domicile, et ça embêtait ma compagne. Et moi, en même temps, je pouvais pas virer les meubles de mon épouse. Elle pouvait pas les prendre tout de suite, de les mettre. Et alors, finalement, qu'est-ce que Alors le problème, c'est que finalement, après, si vous voulez, on rompt, mais on garde une relation, chacun chez soi. Non, parce que je crois que vous avez, si vous voulez, pour avancer un petit peu, je crois que vous avez fait plusieurs fois vous avez rompu, vous avez renoué, vous en êtes où aujourd'hui? Parce que c'est ça le tout en espace de 2 ans. C'est une relation qui a duré 2 ans, hein, je crois, et avec quand même plusieurs ruptures et séparations. Aujourd'hui, vous en êtes où avec elle? Alors aujourd'hui, nous sommes séparés, effectivement, mais en même temps, comment vous expliquer, elle est avec quelqu'un. Bon, mais c'est une femme, comment vous expliquer, c'est une femme qui a besoin d'être rassurée et qui n'aime pas du tout se retrouver seule, quoi. Donc à partir du moment où moi, comment vous expliquer, je suis parti de cette relation, elle était persuadée que j'avais d'autres relations avec d'autres femmes, alors que c'était pas du tout le cas. Bon, en même temps, le voisinage a tout fait pour raconter des choses. Bon, et ce qui fait là, j'ai du mal à m'en détacher de cette personne. Et en même temps, quand je l'ai au téléphone, on se parle. Parce que vous continuez à avoir des contacts. Voilà, tout à fait. Et même moi, si elle est avec quelqu'un. Oui, parce que le manque de peau, elle est je travaille dans, comment vous expliquer, dans sa commune, quoi. Oui, mais donc, qui appelle l'autre? C'est plutôt moi. Ah oui. Mais elle, si vous voulez, elle se déplace, comment vous expliquer, sur mon lieu de travail, en faisant tout ce qu'il faut pour qu'elle se fasse montrer, quoi, elle se fasse voir, quoi, que je la voie, quoi. Oui, mais comment voulez-vous, Hakim, en même temps, arriver à faire un travail de détachement si vous continuez à l'appeler? Alors déjà, c'est pas simple parce que vous arrivez à vous croiser par moments
sur votre lieu de travail. Bon, vous pouvez, elle essaye de se faire voir de vous. Bon, d'accord, mais vous pouvez essayer de faire en sorte que ces contacts soient le plus limités possible, quand c'est le cas. Mais si en plus vous l'appelez, ça, vous entretenez un lien qui vous fait souffrir. Parce que moi, ce que j'entends de votre histoire, c'est que dès le début, c'est comme si vous vous en vouliez. Enfin, j'entends un peu d'avoir fait un peu rater cette histoire, pour faire vite. Tout à fait, parce qu'elle a réussi à m'amener dans la culpabilité. Et c'est-à-dire que quand je vivais cette relation avec cette femme, j'étais tellement englouti dans mes problèmes de mon divorce avec ma femme, ce qui fait, voilà. Et à un moment donné, quand je suis rentré dans, comment vous expliquer, dans le terrain de la culpabilité, j'ai entretenu, alors que je sais très bien qu'il faut éviter de rentrer dans ce Oui, mais elle a réussi. Elle a réussi alors que moi... des SMS, si vous voulez. Parfois, elle m'appelait au départ aussi. C'était quand moi j'ai voulu couper, même pour le jour de Noël, elle m'a relancé. Oui, mais là, écoutez-moi, Hakim. Vous dites, il est normal que vous sortiez d'une séparation. Vous ne pouviez pas d'emblée vous investir comme ça immédiatement dans une relation. Et vous m'avez dit... vous n'arriviez pas à exprimer votre amour pour elle, alors qu'elle débordait d'amour pour vous. Bah oui, elle débordait tellement d'amour pour vous qu'elle vous laissait même pas le temps d'exprimer le vôtre. Voyez, elle en débordait tellement qu'elle en était envahissante. C'est de ça aussi dont vous avez du mal à prendre conscience. C'est-à-dire que j'ai même noté qu'il fallait que vous rentriez vite du travail. Mais derrière tout ça, ce que à ce moment-là, tout amoureux, tout aveuglé par votre amour que vous étiez, c'est que là, elle était certainement très insécurisée, manquant terriblement de confiance en elle, et c'était un contrôle sur vous. Un contrôle sur vous, sur votre vie. Et après, quand elle avait beau jeu de vous dire que elle vous prêtait des liaisons avec d'autres femmes, c'était déjà de la jalousie qui se manifestait, de l'emprise à ce moment-là, dès les débuts de la relation. Oui. Et qu'elle me disait en même temps qu'elle avait jamais vécu ça avec avec n'importe quel homme, elle n'avait jamais vécu. C'est possible, mais en tout cas, c'est possible. Il y a deux êtres où à un moment, il peut y avoir comme ça deux inconscients qui se rencontrent et qui vont s'imbriquer, et des choses qui vont ressurgir, qui vont faire ressurgir des choses qui ne sont pas réglées, des problématiques qui vont s'attiser. Oui, c'est possible. Néanmoins, ce que je veux vous dire, c'est que vous ne portez pas l'échec de cette relation sur vos épaules. Or, on sent que aussi, moi j'ai l'impression que vous avez d'autant plus de mal à faire, à vous détacher de cette femme, que vous vous dites que, au fond, vous n'avez pas su au départ, vous n'avez pas suffisamment donné de chance à cette histoire. Mais elle-même au départ était dans une attitude très particulière vis-à-vis de vous. Elle a tout voulu tout de suite. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'elle m'a suivi d'ailleurs. Suivi jusqu'à chez moi, c'est-à-dire déménager avec ses enfants, alors qu'elle... mais en même temps, c'est cette femme avec une terrible histoire, c'est que, en fait, très tôt, très jeune, elle est... comment vous expliquer ses parents l'abandonnent en quelque sorte, et elle rentre dans une famille d'accueil. Oui. Vous voyez, et donc elle en souffre énormément, et elle me raconte toute son historique. Bon. Et là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, son inconscient dit, aujourd'hui, c'est à mon tour de pouvoir lâcher quelque chose, tout en sachant qu'elle me dit qu'elle... plein de choses, très gentilles, beaucoup d'intention à mon égard, mais qu'elle a peur de souffrir à nouveau comme avant. Donc, mais elle vous dit ça aujourd'hui ? Oui, elle me dit ça aujourd'hui. Oui, mais Hakim, je suis désolée. Aujourd'hui, elle n'est pas avec vous. Elle est avec un autre homme. Donc, vous n'avez pas aujourd'hui aussi à jouer ce rôle de thérapeute auprès d'elle.
c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, elle continue à être dans ce rôle comme ça de victime de tout ça. Et quelle que soit cette histoire difficile et d'abandon qu'elle a vécue, elle devrait en parler, certes, oui, mais à un thérapeute. Mais pas à vous qui êtes encore dans un espoir, dans une attente. Mais en même par temps, rapport à elle. oui, c'est vrai, mais en même mais temps... là, oui, mais vous cultivez votre propre souffrance. C'est une sorte de sadomaso inconscient quelque part, je sais pas, un jeu bizarroïde, que j'en suis vraiment conscient. Mais je sais pas, alors que je suis presque persuadé que notre relation ne pourra plus jamais se refaire, quoi. Alors que, mais en même temps, c'est une personne, comment dire, je crois que j'avais envie de lui exprimer ma compassion, mon affection pour elle. Et puis voilà, parce que je rencontre des tas de charmantes femmes. Bon, j'ai des relations, mais en même temps, j'ai pas envie de faire durer ces relations. Au bout d'un soir ou deux soirs, je rompe, car je pense parce que vous l'avez trop en tête. Tout à fait. J'ai pas envie de démarrer une nouvelle histoire, parce qu'en même temps, si vous voulez, ces femmes ces femmes me trouvent. Bon, je vais essayer de trouver un mot pas trop fort, mais elles se sentent bien avec moi, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, d'une façon cérébrale, pousser des conversations assez intéressantes, et ce qui fait, ça nous mène tout de suite dans un climat et une ambiance assez agréable. Et moi, si vous voulez, cette image de moi que je connais en moi, j'aurais tellement aimé lui donner à cette femme. Mais oui, mais on ne peut pas donner à quelqu'un qui n'est pas prêt. Une sorte de regret, vous voyez, c'est ça. Mais j'entends depuis le début, mais... Voilà, et c'est pour ça que Mais oui. Même si je démarre des nouvelles histoires, ben oui, Hakim, mais bon, vous pouvez pas. Là, vous êtes en train de jouer un rôle auprès d'elle qui, de toute façon, est pas tellement frustrant, et pas tellement satisfaisant et assez frustrant, puisqu'effectivement, vous jouez la compassion. Effectivement, vous l'avez. Vous en faites preuve auprès d'elle, mais bon, dans les faits, elle est auprès d'un autre homme. Le subversif vous envoie un message en disant bon, il y a au moins un effet positif dans cette histoire, c'est que son côté fusionnel, abandonnique, vous a permis de percer un peu votre bouclier affectif. Il vous reste maintenant à en forger la fragilité à froid et loin d'elle. Oui, ça, c'est-à-dire qu'au fond, voilà, cette défense un peu que vous avez été touché par le côté un peu les angoisses d'abandon de cette femme. Maintenant, vous accrochez à elle comme vous le faites, c'est à vos dépens. C'est un peu ce que vous arrivez. C'est ça, puis en même temps, j'ai l'impression mais oui, mais Hakim, là, il faut bon. Oui. Comment on appelle ça, la sensibilité chez l'homme, oui. L'anima, c'est ça? L'animus et l'anima, oui. Oui, voilà. Alors oui, que mais ça, bon, avant, écoutez. J'étais très blindée, c'est-à-dire vraiment. Oui, tant mieux. Quand c'était terminé, je tournais la page, je fermais même le livre, quoi, et je me barrais, je démarrais notre relation, et puis voilà. Oui, mais Hakim, très bien. Oui. Cet aspect-là est très bien. Mais maintenant, donc, cette relation, prenez-en le constructif. Sinon, vous allez être en boucle. Tout à fait. Vous voyez, et vous allez, vous êtes en boucle, exactement. Oui, vous êtes totalement en boucle, et pour le coup, vous allez être en boucle dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire alimenter quelque chose qui, à la longue, ne va plus être bon pour vous. Et prenez-en effectivement ce que ça a développé pour vous, le côté empathique, cette sensibilité, tout ce bouclier dont parle le subversif, vous vous protégiez, elle a pu comme ça vous ouvrir, développer un côté plus tendre. Et ça, vous allez pouvoir l'offrir, le partager à une femme qui sera à même de l'entendre. Elle, il y a trop d'abandon, il y a trop de peur, il y a trop d'insécurité chez elle pour le moment. Il faut qu'elle le travaille de son côté. Vous ne pouvez pas être son thérapeute. Voilà. Merci en tout cas, Hakim, de votre appel. Au revoir. Bonsoir, Florence. Bonsoir, Caroline. Je suis vraiment très heureuse d'être en ligne avec vous. Je vous écoute depuis très longtemps. Merci. Et je vous admire souvent pour la justesse et l'écoute et la justesse de vos interventions. Merci, gentil. Non, c'est sincère. Je vous appelle ce soir parce que je ne sais plus où j'en suis. Je suis très secouée.
Il y a 2 jours, j'étais vraiment très, très, très mal psychologiquement. Je suis en fait mariée depuis 7 ans à un monsieur que je connais depuis 15 ans. Il est mon second mari. Nous n'avons pas eu d'enfants ensemble. J'ai une fille d'un premier mariage. Aujourd'hui, je me sens prise au piège, en fait. C'est pour ça que je vous appelle. Parce que ce monsieur, en fait, comment pour raccourcir, au mois d'août l'année dernière, il se trouve que nous avons une société en commun, mais que par ailleurs, j'ai un emploi, je suis cadre par ailleurs. Et je me rends compte sur l'ordinateur de la société que, à nouveau, ces petites histoires, si je puis dire, sur Internet continuent. Mais à une proportion que je n'imaginais pas. Donc, un mois plus tard, je fais un zona de réaction, si je puis dire. Le mois qui suit, j'accompagne mon père qui décède après 15 jours d'hôpital. Donc tout ça sur l'hiver, ça a été des choses très très difficiles à encaisser. Et en janvier, mon mari me dit, la société, nous allons la placer en redressement judiciaire. Là où je me sens, si vous voulez, prise au piège, c'est que je me suis fait accompagner par mon médecin traitant, par un psychologue aussi. J'ai stoppé ça début janvier parce que c'était trop compliqué, le psychologue, la société, tout ça, ça devenait trop compliqué. Et en fait, je me suis aperçue, avec le travail que j'ai fait avec le psychologue, le thérapeute, que j'avais à faire, et je m'en étais pas rendu compte, à ce qu'on appelle un pervers narcissique. Et en fait, si vous voulez, aujourd'hui je suis coincée parce que nous avons cette société en commun, il essaie de la vendre, je suis allée vous consulter une avocate, nous avons créé une SARL, je suis co-gérante à 50-50, je me suis portée caution bancaire. Par ailleurs, j'ai un travail. Lui, si cette société est vendue, finalement, il n'a pas l'intention de retravailler immédiatement. Donc, je vais l'avoir, si je puis dire, dans les jambes. Et cette idée-là, rien que cette idée-là, je peux pas la supporter. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à lui dire que je sais. Par ailleurs, l'autre jour, il avait reporté ses appels sur son portable et il souhaitait faire la sieste. Je lui ai dit, écoute, je vais le garder ton portable, si ça sonne comme ça, je pourrais répondre. Et j'ai vérifié ses messages et je me suis rendu compte qu'en plus, il a repris contact avec une dame qui, soi-disant, était son amour. Et cette dame-là, il l'a connue avant que nous nous connaissions. Cette dame est mariée aujourd'hui, elle a des enfants. Elle a accepté apparemment de le revoir. Et alors, chose extraordinaire, il lui a fait une lettre. Et cette lettre, il faut savoir que mon mari prend un papier, un crayon, c'est pas du tout son truc. Donc de savoir qu'il lui a fait une lettre montre à quel point il avait envie de la revoir, etc. Et aujourd'hui, je me dis, j'ai affaire à quelqu'un qui finalement m'a fait vendre à peu près aujourd'hui tout ce que je pouvais posséder. On a vendu récemment notre résidence principale. J'ai récupéré un petit peu d'argent. Je me dis, je vais me retrouver peut-être en liquidation judiciaire et je vais peut-être payer pendant des années. J'aurai peut-être même pas un toit à moi pour ma retraite. Et aujourd'hui, j'ai peur. Voilà. Oui, vous vous sentez très insécurisée. Très insécurisée, très seule. Comme prise au piège, vous voyez, comme si j'étais une abeille dans un bocal. Qu'est-ce que vous dites, vous n'arrivez pas à lui dire? Je n'arrive pas à lui dire parce que j'ai peur de sa réaction. Parce qu'il a déjà eu des aventures où je me suis déjà rendu compte de certaines choses dans le passé. Et dans un premier temps, il avait toujours nié. Maintenant, quand je refais le film, il avait toujours nié. Il avait fini par avouer. Et puis, il s'était placé en position de victime, qu'il était le plus malheureux du monde et qu'il n'avait pas pu avoir tous les flirts qu'il voulait quand il était jeune, parce qu'il était complexé, parce qu'il était timide et que ça lui avait manqué, et qu'il se met à pleurer. Et au début, moi, je me suis laissée... je me suis dit, c'est pas si grave. Donc, vous voyez ce que c'était. Il y a 15 ans, 14 ans, je me suis dit, c'est pas si grave. C'était l'époque du Minitel. En 2000, je me suis rendu compte, en cherchant des papiers, parce qu'on préparait la communion solennelle de ma fille, je me suis rendu compte qu'il avait
En cherchant des papiers, j'ai trouvé des tickets d'hôtel, à bas prix, dont je ne citerai pas la marque, mais à nouveau, je lui dis qu'est-ce que c'est que ça. Alors à nouveau, il s'est relancé dans des explications. Bon, effectivement, il voyait des filles, mais c'était parce que je lui manquais. Et puis il se mettait à pleurer, il se retrouvait en position de victime. Puis à nouveau, je me disais bon, après tout, faut quand même pas exagérer, c'est pas si grave. Et je me laissais embobiner, quoi, si vous voulez. Et je crois que j'ai peur aujourd'hui de lui dire ça parce qu'à nouveau, je vais me laisser embobiner. Et j'ai peut-être plus envie de me laisser embobiner aujourd'hui. Et puis je suis prise au piège par ailleurs parce que avec cette société, par ailleurs, il y a 2 ans, j'ai dû m'éloigner de cette société que nous avons en commun parce que je me faisais humilier devant les clients, devant le personnel. Oui, c'est pour ça que vous parlez vous dites c'est un pervers narcissique. Oui. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai une amie qui le connaît bien et elle me dit mais pourtant il ne parle que de toi. J'ai un peu le sentiment de quelqu'un qui vit par procuration, vous savez. Effectivement, quand il est avec d'autres et je ne suis pas là, il ne parle que de moi, de ce que je fais, de ce que, etc. Et quand je fais des choses, parfois il les reprend à son compte, comme si c'était lui qui les avait faites. Donc, vous voyez, j'ai le sentiment de me faire voler ma vie. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est aujourd'hui, je suis. Mais c'est pas forcément ça, la perversion, le côté pervers. Je ne sais pas pourquoi. Parce que par ailleurs, il m'a coupé de mes amis, il m'a coupé de ma famille, des choses que j'aimais. Il vous a isolé? Oui, vous voyez, j'aimais le chant, j'ai dû arrêter le chant, il m'a fait vendre mon piano, vous voyez, c'est... Quand je remets ça bout à bout, maintenant, évidemment, il ne me touche plus depuis, je ne sais plus depuis quand. Par moment, il y a 2 ans, quand je lui ai dit, écoute, on est un peu trop sur la société, je vais peut-être reprendre mon précédent travail. Il m'a dit, mais que j'étais trop vieille, j'étais moche en plus, que c'était la crise, que personne ne m'attendait. Quand je ne suis pas moche, je suis grosse. En fait, je suis assez grande, je suis assez élancée, je suis comme tout le monde, je crois que j'ai 5 kilos de trop, je les ai perdus. Oui, mais enfin, ça, c'est rien du tout, ça. Oui, donc il est constamment dans la dépréciation, dans la dévalorisation, exactement. Dans l'humiliation, là. Exactement, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui ferait, est-ce que vous senteriez, il n'y aurait pas cette société, est-ce que vous vous sentiriez prête à le quitter? Oui. Aujourd'hui, oui, je le dis clairement, oui. Oui. Est-ce que vous pourriez voir avec un avocat spécialisé, voir ce qu'il est possible de faire parce qu'à ce moment-là, peut-être en étant bien entouré, bien conseillé. Alors j'ai vu avec une avocate qui m'a dit, elle était plutôt avocate spécialisée rupture. Elle m'a dit qu'elle n'était pas spécialiste du droit des sociétés. Oui, mais là, il faut, je pense, effectivement, quelqu'un qui est, évidemment, quelqu'un qui soit dans le divorce, mais il faut quelqu'un qui connaisse aussi le droit des sociétés. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, elle me dit, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est attendre que l'affaire se cède ou se vende. Et je lui dis, oui, je sais bien, mais si cela se fait, déjà, je vais avoir beaucoup de mal à faire qu'il reprenne un travail. Et si je le quitte à ce moment-là, je vais devoir payer une prestation compensatoire. Elle me dit oui, évidemment. Et ça, je veux pas. Oui, je comprends. Et par ailleurs, si je le quitte là actuellement, alors qu'il a encore une société, même si la société n'est pas florissante, malgré tout, je pense que j'aurais pas ce risque-là. Mais encore faudrait-il. Mais il y a peut-être des possibilités en attendant de séparation de corps, de choses comme ça, vous voyez. En attendant, c'est-à-dire bien sûr, il n'est pas question. Il y a peut-être des aménagements à trouver avant. Oui, mais encore faudrait-il que j'ose lui en parler parce que ça va être terrible, quoi. Je veux dire, il va mais c'est là où vous avez besoin d'un soutien parce qu'on voit bien à quel point vous êtes dans la peur où vous n'osez pas parler à cet homme et enfin en tout cas prendre une décision et vous affirmer par rapport à lui. On va continuer nous à en parler ensemble, hein, Florence. Ce sera après le journal de minuit. Donc ne raccrochez pas.
continue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'aux alentours d'1h15. Heure à laquelle vous retrouverez Taratata. Vous pouvez continuer à témoigner au 39 21, à nous faire part de toutes vos réflexions par courriel sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21, en commençant vos messages par le mot nuit. Isaac nous a envoyé un petit courriel pour Gaël qui venait d'apprendre à 37 ans que son père qu'il avait élevé n'était pas son père. Il lui dit: cher Gaël, votre histoire est très complexe et votre désarroi palpable. Poursuivez votre travail avec votre psychiatre. Prenez le temps de comprendre et de travailler chaque problème sans empressement. Douce nuit à vous. Chaudron de la Barque revient lui sur le témoignage d'Hakim en disant: vous ne semblez pas du tout détaché de cette femme, bien au contraire, vous devez prendre conscience de la fin de votre histoire et travailler à votre reconstruction personnelle et à votre vie amoureuse à laquelle vous ne pouvez pas vous consacrer car vous restez lié à cette femme. Allez de l'avant et laissez le passé là où il est. Bon courage à vous. Et puis il y a déjà des messages qui arrivent pour vous, Florence. Quelqu'un me dit que vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller juridique de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est gratuit, c'est assez rapide en attendant l'avocat. Attention à vos messages parce que lorsqu'ils sont au-delà de 160 caractères, je n'ai pas la suite. Vous êtes là, Florence ? Oui, je suis là, Caroline. Et puis Kiwi qui dit: c'est la liberté de choisir, la liberté de vivre qui vous manque, quittez-le pour votre bien. Véronique aussi à ce point de vue, elle dit que Florence prenne ses jambes à son cou, qu'elle se carapate le plus vite possible. Il y a... Attendez, qu'est-ce que j'avais ? Je regarde, j'en ai mis d'autres également. Daniel qui dit: vous employez à la fois dans vos propos le terme « ce monsieur » et « mon mari ». Il y a bien deux personnes en une. Attention, danger, dit Daniel. C'est vrai que parfois vous parlez de lui en disant « mon mari » et parfois « ce monsieur ». Oui, exact. Ouais, c'est vrai que c'est assez particulier. Alors, c'est vrai que vous, à plusieurs reprises, vous avez également dit je n'ose pas. Oui. Je n'ose pas lui dire, je n'ose pas. C'est-à-dire que vous semblez avoir, vous craignez sa réaction. Je redoute à la fois sa réaction, la violence de sa réaction, et également, je pense aussi que je redoute quelque part de tout casser, parce que à l'origine, quand j'ai épousé mon mari, c'était pas pour en arriver là, quelque part. Donc c'est assez contradictoire ce que je suis en train de dire, mais non, mais quand on épouse quelqu'un, heureusement que on n'envisage pas la séparation, sinon on ne l'épouserait pas. Ce qui est contradictoire dans ce que je viens de dire, c'est que tout à l'heure je vous dis oui, s'il n'y avait pas la société, je suis prête à le quitter. Et d'un autre côté, ça me fait mal et ça me fait dire aussi, je fais écrouler. Quand je l'ai épousé, effectivement, c'était pas pour le quitter, quoi. En fait, c'est ça, c'est ça qui est contradictoire. Et en plus, si vous voulez, et ça c'est ce que je disais à la personne qui m'avait suivie, c'est trop, quoi. Deux mariages, deux divorces, quoi. Je veux dire, c'est trop. Pour moi, ce sont des échecs. Mais quand je dis des échecs, c'est des gros échecs pour moi. Oui, mais en même temps, rester dans une relation où qu'est-ce qui est en place dans cette relation ? Qu'est-ce que vous vivez avec cet homme ? Qu'est-ce que vous partagez avec lui aujourd'hui ? Plus rien. Aujourd'hui, à part la société, plus rien. Voilà. À part le fait que je lui serve quelque part de femme de ménage ou de repasseuse, je dirais plus rien. Alors, est-ce que ça, c'est une réussite sur un plan personnel ? Effectivement pas, non.
Alors socialement, peut-être qu'effectivement vous renvoyez aux autres, à l'entourage, que oui, vous êtes une femme mariée. Cette fois-ci, là, ce mariage-là est une réussite socialement parlant. Mais vous savez que sur un plan personnel, ça ne l'est pas. Oui. Et qu'est-ce qui compte le plus? Oui, effectivement. En plus, je ne suis pas à mon avis, je ne suis pas la seule à le savoir. Mes proches s'en sont rendus compte et mes collègues, même si je ne parle jamais de ma vie privée, me renvoient aujourd'hui des choses qui me font dire que j'ai dû changer sans m'en rendre compte. Je suis apparemment triste alors que je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, idéaliste, enthousiaste. Et maintenant, on me renvoie des choses. Mais comme tu es triste, comme tu as l'air triste, enfin, c'est récurrent. Et ça, effectivement, je ne me reconnais plus. Oui, et donc ça transparaît. Ça transparaît maintenant, oui. Vous y perdez ma joie de vivre. Votre joie de vivre. Oui, tout à fait. Oui. Donc cette tristesse qui vous gagne, donc il y a quand même aussi une question de santé psychique, et après on peut dire aussi santé psychique, santé physique, enfin ça peut être lié. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Puis je sens très bien que je me replie sur moi-même. Je ne fais plus rien. Enfin, je veux dire, je n'ai plus d'activité à l'extérieur. Je n'ai plus de sortie. Je n'ai plus de. Le soir, mon mari n'étant pas sur place, m'appelle à peu près 1 heure au téléphone tous les soirs. C'est quelque part une façon aussi, je pense, pour lui de vérifier que je suis bien là, à la maison. Vous pensez? Oui, je pense, oui. Mais que vous parlez de quoi pendant 1 heure? C'est lui qui parle. Mais il vous parle de quoi? Il ressasse, parce qu'en plus, pendant 1 heure, il répète 5 à 6 fois les mêmes choses sur la société, sur ceci, sur cela, sur ce qu'il a fait dans la journée. Et il n'arrête pas de dire « je n'ai rien de spécial à dire »,« oh, il ne s'est rien passé de spécial », mais enfin en même temps, et c'est reparti, et ça ressasse, et je peux pas arrêter le flot. C'est étrange quand même. Oui, et puis je suis même obligée, je vais vous dire, de prendre, ça m'est arrivé même assez souvent, avant, quand je sais qu'il va appeler, je prends un calmant. Ça vous angoisse? Oh, c'est terrible. C'est terrible. Oui, mais ça, vous pouvez pas continuer comme ça. Non. Il y a le subversif qui pose une question demandant qu'est-ce qui s'est passé dans votre précédent mariage? Alors, c'est très curieux et je pense que c'est quelque chose que je vais devoir continuer à travailler chez le psy. C'est que, de la même façon, au fil du temps, quelqu'un qui s'est complètement désintéressé de moi. Alors lui, par contre, il n'y avait pas ce côté harcèlement, enfin pas harcèlement, mais pression, humiliation. Non, c'était comme si je n'existais pas. Oui, mais ce qui je est disais douloureux, par exemple, on va passer à table, il arrivait 1 demi-heure après. Voilà. Je faisais partie du décor, si on veut prendre une expression. Oui. Oui, comme on dit, faire partie des meubles. Voilà, exactement. Oui. Et là, quelque part, en fait, j'ai le sentiment que mon mari, actuellement, je fais partie des choses qu'il voulait avoir. Vous voyez, il y avait à un moment donné une publicité. D'ailleurs, il était très fan de cette marque de voiture. Il disait, il a la voiture, il a la femme. Vous voyez ? J'ai ce sentiment-là. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, de mener sa vie avec ce que je vous ai expliqué. Il a le pouvoir. Voilà. Oui. Il aime avoir le pouvoir et il aime dire qu'il a le pouvoir, même s'il n'est pas capable de l'exercer. Mais il aime dire qu'il a le pouvoir. Il aime énormément avoir l'autorité et l'ascendant sur les gens, alors que par ailleurs, il n'en est pas capable. Parce que par exemple, dans la société, quand il s'agit de parler au personnel, c'est à moi de le faire.
Pour les bonnes nouvelles, c'est à lui de le faire, mais les mauvaises, c'est moi. Mais ça serait important, oui, de creuser un peu ça avec votre psy, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se répète dans ces deux relations, dans vos deux mariages, dans la personnalité de ces hommes, Oui. et peut-être dans le choix inconscient que vous avez fait. Oui. Autour de ces hommes, et dans le fait que vous vous retrouviez dans une position où vous êtes comme ça négligé de cette façon-là. Enfin, qu'est-ce qui fait que vous êtes mise de côté? Qu'est-ce qui se rejoue? J'ai commencé un petit peu à le travailler avec lui, même si j'ai mis entre parenthèses pour le moment. Et effectivement, mon père, qui vient de décéder il y a quelques mois, était quelqu'un qui a toujours essayé de me casser, à la fois sur le plan de la personnalité, mais également qui m'a battue. Et j'ai l'impression que je rejoue, il semblerait que je recherche parce que des hommes qui soient gentils, bienveillants, attentifs, j'en ai rencontré, oui. Mais presque il m'agaçait, ces gens-là. Oui. C'était trop gentil, j'avais pas l'habitude. Et comme s'il avait fallu que je recherche des gens avec qui je retrouvais la même difficulté qu'avec mon père. Enfin, je pense qu'il y a une piste à explorer. Oui. Et comment? Oui. Et oui, ça montre que on ne veut pas forcément notre bien. On va pas forcément vers les personnes qui sont bonnes entre guillemets pour nous sur le plan amoureux. Oui. Parce que c'est la force de l'inconscient, c'est-à-dire qu'on va rejouer un scénario bien connu de nous, et vous le dites, c'est-à-dire que des hommes qui pourraient être aimants, attentionnés, bienveillants pour vous, ils vous ennuient. Oui. Et vous allez plutôt vers des hommes qui sont d'une certaine façon à l'image de votre père. Voilà, qui vont quelque part me malmener comme il a pu me malmener. Et ça m'est apparu quand mon mari a des propos en disant que je suis ou vieille ou moche ou pas belle, ou enfin peu importe. Parce que mon père un jour a eu ces propos terribles, j'avais 15 ans ou 16 ans, et il m'a dit de toute façon tu ne seras jamais aussi belle que ta mère. Tu n'es pas belle et de toute façon tu n'arrives pas à la cheville de ta mère, tu ne seras jamais aussi belle que ta mère. Et il y a des choses comme ça qui forcément me font écho maintenant, je dirais un peu sur le tard, et puis avec la connaissance, maintenant je dirais un petit peu de mon chemin, de ma route, forcément. Mais ce sont des paroles terribles de la part d'un père envers sa fille, parce que il vous mettait en compétition avec votre mère. Oui. Alors que déjà, alors qu'il est toujours bon de rappeler, au contraire, à un enfant qu'il y a dans le cœur des parents deux sortes d'amour. Celui qu'ils éprouvent pour leurs enfants et celui qu'ils réservent à leurs conjoints. Et que donc les uns ne sont pas en concurrence avec les autres. Par ces paroles, il vous mettait en compétition avec votre mère et en vous disant « tu ne lui arriveras jamais à la cheville ». Oui, tout à fait. Donc, c'est... Oui, c'est... Comme quoi ces choses-là sont pas sans conséquences. Bon, en attendant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens un peu piégée. Je suis un peu, comme je le disais, une abeille dans un bocal avec. Mais c'est pour ça que je pense que il est important que vous poursuiviez ce travail de thérapie avant d'entreprendre. Oui. C'est pas. Je comprends que pour le moment vous preniez pas de décision. Je crois que c'est important que vous avanciez dans ce travail de thérapie. Vraiment. Ok. Vous êtes sur quelque chose là, une clé importante.
Vous avez besoin de travailler là-dessus, de prendre le temps. On ne prend pas de décision aussi importante pour vous, qui vous engage comme ça dans un moment de crise. Et cette tristesse, elle vient de loin, Florence. Oui, exactement. Elle vient de très loin, et ça ravive des blessures très profondes. Donc, il faut vous donner le temps de la réflexion. Très bien. Vraiment, on résout pas des problèmes aussi complexes forcément par l'action, là. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, quand j'ai dit à mon thérapeute que je devais laisser ça entre parenthèses pour le moment, ça me faisait trop de choses dans la tête. Il m'a dit, mais non, il ne faut surtout pas continuer, venez. Et je lui ai dit non, et puis j'ai coupé, vous savez. Alors, je sais pas aussi, le fait d'avoir coupé comme ça en disant non, après tout, il fallait que je m'occupe de tas d'autres choses. Je sais pas ce qu'il y a dans... Est-ce que j'avais pas envie de voir, finalement? Est-ce que j'avais pas envie de savoir? Ou est-ce que j'avais pas envie d'aller découvrir? Je sais pas. Peut-être que j'ai eu peur aussi. Oui, certainement, parce que ça réveille des choses difficiles, et vous êtes vous les revivez à travers ces hommes. Mais je pense qu'il y a finalement la personnalité de votre mari. Il y a des choses certainement plus complexes, même quand il vous appelle tous les soirs, ou peut-être qu'effectivement vous dites il vous parle de la société. Bon, peut-être qu'il ne sait pas vous parler d'autre chose actuellement que de la société. Et donc il parle, vous dites, il sait pas, ça dure, et donc pour le moment c'est le lien entre vous. Oui. Mais c'est pas neutre qui vous appelle tous les jours comme ça pendant 1 heure. Et je pense que c'est pas simplement pour contrôler que vous êtes là. Il pourrait le faire autrement aujourd'hui. Donc je pense que votre histoire, le lien entre vous deux est plus complexe. D'ailleurs, le subversif dit changez-vous. Et ces mêmes hommes ni ne vous haïront, ni ne vous mépriseront, ni ne vous fuiront plus. Je pense qu'il y a aussi des choses dans votre attitude à vous qui font que si vous voulez, vous faites inconsciemment, vous faites en sorte à un moment de les tenir à distance, de faire en sorte peut-être qu'ils se comportent comme cela à votre égard. Oui, c'est possible ça, oui. Travaillez vraiment là-dessus avant de prendre une décision. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre écoute et de votre temps. Et puis merci aux auditeurs qui ont bien voulu réagir. Ça m'aide beaucoup. Merci. Merci de votre confiance. Au revoir, Florence. Bonne soirée. Au revoir. Mélanie Laurent, Kiss. Un petit message d'Osiris qui me dit: après avoir trouvé l'amour tant chéri, s'en satisfait-on? Bonne question, Osiris. Pas forcément, hein, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a parfois. Hein. Allez, on va accueillir Olivier. Bonsoir Olivier. Olivier le patrouilleur. Bonsoir Caroline. Bonsoir aux auditeurs. Comment allez-vous? Mais très bien, merci. 3e nuit, donc ça s'avance gentiment, voilà. 3e nuit de travail. Voilà, exactement. Vous m'accompagnez comme d'habitude. Ça se passe bien là? Oui, c'est très calme. La route est calme? Oui, exactement. Bon. Il fait beau, il y a des étoiles, donc ça me permet un peu, comme je suis un peu passionné d'astronomie aussi, ça me permet un peu d'observer entre deux, donc voilà. Bon. Très intéressant. Donc ça va, c'est plutôt tranquille si vous avez le temps d'observer les étoiles cette nuit. Les étoiles, Caroline, la libre antenne, donc tout va bien. Donc tout va bien. Voilà. Alors vous m'appelez parce que vous faisiez référence un petit peu à ma petite annonce en début d'émission, c'était la fête des voisins hier soir. Et vous vouliez parler de vos rapports, d'une expérience avec vos voisins. Tout à fait. Donc c'est vrai que quand j'ai entendu parler de la fête des voisins, immanquablement, ça m'a replongé quelques années en arrière pour des souvenirs qui sont pas très 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 heureux, on peut dire ça comme ça.
Donc, je vais parler un peu de ma vie. Ça va changer de parler de mon travail. Et donc pour faire un peu rapide. En l'an 2000, avec ma compagne, on s'était mis en tête d'acheter une maison. Et puis en fait, on a fait construire une maison dans laquelle on avait mis beaucoup de nous-mêmes, évidemment, comme des personnes de moins de 30 ans qui ont la chance de pouvoir faire construire une maison. Et donc c'était dans une zone rurale et à la campagne. Et comme bien souvent, il y avait une deuxième maison qui se construisait en même temps à côté. Donc c'était des gens qui étaient un peu plus âgés que nous, qui étaient plutôt dans la quarantaine, alors que nous on n'était pas encore tout à fait, on était plutôt 27-28 ans. Oui. Et c'est des gens avec lesquels on avait des rapports cordiaux, hein. Chacun était chez soi. On se croisait. C'était bonjour, bonsoir. Voilà quoi, des rapports cordiaux sans plus, voilà. Et on avait bien constaté que c'était des gens qui étaient un petit peu qui étaient un petit peu particuliers dans le sens où ils avaient des animaux de basse-cour, des choses comme ça, et puis les animaux divaguaient. Et alors, voilà. Des animaux de basse-cour, voilà. Ça n'a rien de particulier en milieu rural, surtout à la campagne, je veux dire. Voilà. En ville, si vous avez un coq, voilà. Vous le garderez pas longtemps. Hein. Tout à fait. Donc, disons que le problème, c'est que il y avait quand même beaucoup d'animaux, et puis les animaux avaient tendance à un petit peu aller à gauche, à droite. Oui. Vous retrouviez les poules dans votre jardin ? Tout à fait, avec toutes les nuisances que... ça c'est une chose, effectivement, quand on est à la campagne, on accepte ça de bonne grâce. Ah oui. Voilà. Mais le problème, c'est que le souci s'est corsé, c'est que je me souviens très très bien de la date, c'était le 6 juin 2004. On est rentré et le problème, c'est que ces gens-là avaient fait l'acquisition d'un chien d'attaque. Ah oui, ça c'est beaucoup plus embêtant. Un animal de deuxième catégorie. Oui. Et le souci, si vous voulez, c'est que l'animal était, on va dire entre guillemets, éduqué de la même façon que le reste des animaux, c'est-à-dire qu'on lui ouvrait la baie vitrée, on le mettait dehors, et puis voilà, donc l'animal a commencé à divaguer aussi. Mais dites-moi, et alors il s'en prenait pas aux poules ? Non, pas du tout. Curieusement, il s'en prenait pas aux poules. Mais c'est vrai que en plus l'animal était assez agressif, donc avec des enfants dans le jardin, des choses comme ça. Oui. Donc ça, moi je me suis quand même gentiment, on va dire, un peu rapproché d'eux, pour savoir ce qu'ils comptaient un peu faire par rapport à ça. Je savais que c'était des animaux qui devaient être déclarés, etc. Venir pour leur santé aussi, d'élevage déclaré, etc., etc. Et puis en fait, c'était des gens qui déjà, pour diverses raisons, n'avaient pas le droit d'avoir ce type d'animal. Et ensuite, l'animal était absolument pas déclaré, etc., etc. Et en fait, le fait de ne pas aller dans leur sens, du jour au lendemain, je suis passé du gars sympa d'à côté au con d'en face, quoi. Et c'est bien vu, oui. Voilà, ça a été, carrément. Ça a été vraiment ça. Et le problème, c'est que la situation a fini par dégénérer quand même assez sérieusement dans la mesure du temps, dans la mesure où ces gens-là ne prenaient pas soin de leur animal. L'animal donc était livré à lui-même, donc je vous dis, il aboyait contre la clôture quand il y avait les enfants qui étaient dans le jardin. Et un animal, sachant ce que c'était comme race, on savait très bien qu'il y a énormément d'accidents encore aujourd'hui avec ces animaux-là. Oui, c'est angoissant, oui. Et donc ça a fini malheureusement par s'envenimer. J'ai été menacé de mort. On m'a acheté des cailloux au visage. Enfin, ça a été. Ça a été très loin. Absolument. Ah oui, ça a été très très loin. Il a fallu aller plusieurs fois à la gendarmerie. J'ai eu des dégradations à mon domicile, des choses comme ça. Et à tel point que cette situation-là a duré en tout et pour tout 4 ans. Et moi, j'étais vraiment quasiment emprisonné chez moi, si vous voulez, parce que c'était des provocations permanentes, c'était les insultes, c'était les menaces. Et c'était des gens qui avaient déjà eu maille à partir avec la justice. C'était des gens qui étaient vraiment irascibles et pour lesquels, de toute façon, il y avait absolument il y avait aucun dialogue qui était possible. Et donc ça s'est terminé que on a pris la décision de vendre purement et simplement notre maison. Et uniquement pour des imbéciles comme ça, parce que je vais pas employer d'autres termes, bien que ce soit pas l'envie qui m'en manque, on a été obligé de vendre donc cette maison dans laquelle j'avais fait énormément de travaux, qu'on avait fait construire, et voilà. Donc sinon vous seriez resté, vous y plaisiez, mais c'était vraiment la vie était devenue intenable, le quotidien.
tout à fait. La vie était, moi j'ai été vraiment dans un état psychologique à ce moment-là qui était vraiment, j'étais vraiment pas bien du tout. Ah mais ça je comprends, hein. Si avec des rapports comme ça, on peut vraiment. C'était l'angoisse quand on partait en vacances, c'était l'angoisse 2 jours avant de revenir, de se dire qu'est-ce qu'on va trouver. Et puis ça va recommencer et puis voilà, donc ça a été assez difficile de prendre cette décision-là, évidemment, mais bon, cette histoire a quand même une fin qui est entre guillemets heureuse dans la mesure où donc on a réussi assez facilement à vendre donc cette maison pour laquelle on tenait tant, et finalement on a réussi à trouver une maison qui correspondait pile à ce qu'on recherchait à l'époque avant de faire construire donc la maison qu'on vendait. On a trouvé exactement ce qu'on cherchait à l'époque avant de se lancer dans le projet. Et aujourd'hui, donc, on a acheté donc une autre maison quand celle-ci a été vendue. Et aujourd'hui, on a des voisins qui sont absolument des gens de qualité et des gens charmants. Mais alors, dites-moi, avant d'acheter la maison, vous aviez fait une enquête de voisinage ? Oui, non, mais c'est vrai que mais effectivement, c'est vrai qu'on devient un peu. Quand on a été aussi échaudé, ça compte quand même parce que finalement, la maison pouvait beaucoup vous plaire, mais après avoir eu des voisins aussi exécrables, je dis ça en plaisantant, mais est-ce que vous étiez un petit peu renseigné quand même sur l'environnement ? Disons que déjà, une famille qui est nos voisins aujourd'hui sont les anciens propriétaires de notre maison actuelle. D'accord. Dans la mesure où ils ont vendu, ils avaient un très très grand terrain, ils ont vendu la maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour en faire construire une autre qui est à côté. Donc finalement, les anciens propriétaires de notre maison sont nos voisins aussi, et c'est des gens qui sont absolument charmants, et les autres personnes qui sont autour, ça n'a strictement rien à voir avec. Mais effectivement, oui, bien évidemment, j'ai regardé un peu. Voir un peu de ce qu'il en retournait, hein, effectivement, parce que c'est vrai qu'après une expérience comme ça, de toute façon, moi je sais que ça n'aurait pas été possible de revivre une deuxième fois ce type d'expérience, hein. Ça aurait été beaucoup trop. Donc vous avez gagné au change finalement. Finalement, oui, ça a été 4 années parce que ça a quand même duré 4 ans cette histoire-là. Ça a été 4 années extrêmement difficiles, mais finalement, effectivement, au bout du compte, aujourd'hui, on est très très heureux d'être là où on est et finalement, on regrette pas d'être parti. Bon, voilà, ça se termine bien. Daniel envoie un petit message en disant mais non, c'était pas un chien comme ça qui divaguait, c'était un chien comme vous, un chien patrouilleur, mon cher Olivier. Mais, sauf que malheureusement, il était nettement moins sympathique, je pense, que le peuvent l'être mes collègues et moi-même, sans vouloir nous jeter des fleurs. Bon, donc là, et alors, est-ce que vous faites la fête des voisins avec là où vous êtes ? Écoutez, honnêtement, c'est vrai qu'on fait la fête des voisins assez régulièrement parce que c'est vrai que dans la mesure où on a de très très bons rapports avec nos voisins autour, on se en plus des enfants qui ont à peu près dans les mêmes âges, des choses comme ça. Donc on a la chance d'être dans un endroit un peu reculé, un petit peu privilégié, on pourra dire. Et comment dire, on fait la fête des voisins assez régulièrement, les uns chez les autres, mais pas effectivement ce soir, dans la mesure où effectivement, comme moi je travaillais de nuit, de toute façon ça aurait été c'était difficile. Vous pouviez pas, mais certaines années vous avez pu la faire, non ? Non, en pas fait, trop. On se voit régulièrement, on se croise, on se reçoit amicalement. Pas besoin d'un jour dans l'année pour ça. Voilà, exactement. C'est la fête des voisins toute l'année, on va dire ça. Et alors il y a Emmanuel qui dit, alors ceux qui ont acheté votre maison à vous, là où vous étiez, les pauvres. Honnêtement, je vais vous dire, depuis 2008, c'est situé à une dizaine de kilomètres de l'endroit où on est ici. On s'est déplacé d'une dizaine de kilomètres. Je suis pas retourné sur place. Non, mais ils ne vous ont pas contacté, eux ? Non. Honnêtement, c'est vrai que moi je me refuse. C'est vraiment. Là, je l'évoque ce soir parce que c'est vrai que cette histoire à chaque année. C'est ce que je disais à Quentin, chaque année quand j'entends parler de la fête des voisins, automatiquement cette histoire me revient, mais c'est vrai que c'est vraiment un moment en tout cas de ma vie personnelle que je ne souhaite absolument pas me remémorer. Hein. C'est resté vraiment, j'en suis vraiment resté même dans les rapports que je peux avoir avec les gens, je sais que je suis un peu resté marqué par cette expérience-là, parce que c'était vraiment épouvantable.
Allez, il y a Sergio qui vous fait un gros salut amical à l'ami Olivier le patrouilleur. Vous saluez aussi Sergio, même si c'est pas le Sergio du Pas-de-Calais dont on parlait l'autre jour. Ah non, il n'a pas de plaque. Il est plus discret, l'ami Sergio. Bon, on va vous laisser continuer à contempler les étoiles, hein, mon cher Olivier. Je vais contempler un peu la route aussi. Ah ben quand même, oui. De temps en temps, un œil, le nez dans les étoiles et les 2 yeux sur la route. Hein. D'accord. J'en profite pour saluer les amis de la Libre Antenne et j'embrasse Elisatis et puis Vanessa qui vivent des moments un peu difficiles en ce moment. Voilà. Donc je vous embrasse. Caroline. Au revoir Olivier. Bonne fin de l'émission. Au revoir. Duffy Warwick Avenue. Alors mon cher Osiris, vous posiez une question en disant après avoir trouvé l'amour tant chéri s'en satisfait-on ? Eh bien, le subversif vous a entendu et vous a répondu au 7 39 21 en disant mon cher Osiris, méditez donc du haut de votre Égypte qui nous contemple ceci. En amour aussi, en amour surtout, la marche revient à l'issue. Alors dites-moi, mon cher subversif, je ne sais pas où vous en êtes de votre projet, le subversif pour les nuls, mais franchement, là, à minuit 50, j'en aurais bien besoin, parce que je lis et relis cette phrase et elle reste un petit peu comment dire, vous voyez, les mots me manquent là, énigmatique on va dire pour moi là, je ne comprends pas, donc vous pourriez me faire une version voilà, pour les nuls quoi. Franchement, il y a par moment vous m'échappez, mais c'est très bien comme ça, il faut vous en êtes d'autant plus fascinant hein, quand vous m'échappez. Il y a Daniel qui dit moi j'ai 6 voisines, aucune ne m'a invitée, mais leurs copains sont là. Ben voilà Daniel, vous avez la réponse aussi. Mais peut-être que un jour où les copains ne seront pas là, vous serez invité. Allez, Brigitte dit sacrée prouesse, cet Olivier, le nez dans les étoiles, les 2 yeux sur la route. Enfin, c'est ça, les patrouilleurs poètes. Et oui, nous en avons un et il est sur Europe 1 et il nous écoute. Georges me dit, vous l'avez fait, vous, la fête des voisins, ils habitent où vos voisins? Mais je vous en pose des questions, moi, mon cher Georges, hein, et vous l'avez fait, la fête avec vos voisins? Mais non, j'ai pas eu le temps, moi, de la faire, la fête avec, je la fais avec vous, moi, la fête, voilà, ce soir. Mais j'ai pas eu trop d'écho, hein, j'ai l'impression que vous l'avez pas tellement fêté, cette fête des voisins. Ou si vous l'avez fêté, vous pouvez encore m'appeler, on est ensemble, pour, une petite demi-heure? Non, moins, hein. 20 minutes. Allez, 20 minutes, 39, 21. Bonsoir Chantal. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ben, voilà, je voulais partager un peu de ma vie. Oui. Et surtout essayer que le maximum de gens ne le partagent pas. Parce que je vois beaucoup d'émissions à la télé qui parlent de ça et en plus, je vois des gens à côté de moi qui se font avoir. Donc voilà, je suis victime d'un mariage gris. J'ai 54 ans, il y en a 44. Il est ivoirien. Je ne l'ai pas rencontré sur Internet. Je l'ai rencontré dans le couloir de mon immeuble. Ah, oui. Donc en effet, vous faites bien de le préciser parce que souvent, oui, voilà, ces histoires... Ça aurait été sur Internet, je pense que j'aurais fait attention. Comme c'est marqué partout, dans les émissions, à la télé, tout ça. Mais c'était le frère de mon amie, qui était ma voisine, qui vit en couple, qui est française, ivoirienne, mais française, avec ses petites filles. Et donc, nous, on vivait l'une près de l'autre depuis 2 ans, sans aucun souci. Et il est arrivé un jour, le jour de leur fête d'anniversaire de mariage à eux. Et voilà quoi, il était là et on a parlé et après je suis tombée amoureuse. Il m'ouvrait la porte de la voiture, je veux dire tout un tas de choses dont on n'est plus habitué du tout quoi, un charme incroyable quoi, un sourire éblouissant. Vous êtes très vite, oui, vous êtes très vite tombée amoureuse de lui. Tombée amoureuse, je sais pas, séduite complètement. Oui, par sa gentillesse, par sa galanterie. Ça. Moi, j'ai déjà été mariée avec un homme, je veux dire, normal.
mais qui n'était pas du tout un peu rustre, quoi. Je veux dire, qui était plutôt... qui n'était pas à m'ouvrir la porte, quoi. Hein. Donc forcément, quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé ça génial. Et puis petit à petit, il m'a raconté qu'il avait une OQTF, c'est-à-dire une obligation à quitter le territoire. Je ne savais pas ce que c'était. Donc ça voulait dire qu'il n'avait pas de papier, patati patata. Et moi, je me suis dit, mais c'est d'une injustice incroyable, cette affaire-là, quoi. Donc j'ai tout fait pour l'aider. Nous avons essayé de nous paxer. Oui. Bon, puis après on s'est dit pourquoi pas se marier de toute façon tout de suite, ça serait aussi bien. La mairie de la ville où j'habite à Orléans, elle n'a pas voulu. J'ai trouvé ça d'une injustice absolument incroyable, quoi. Moi j'étais amoureuse, donc je voyais vraiment pas. C'est pas parce qu'il était noir et moi blanche et qu'on avait 10 ans d'écart qu'on n'avait pas le droit de s'aimer. Donc où était le problème, quoi? Et donc, ils n'ont pas voulu, donc on s'est paxé, mais sans aucun problème, parce qu'en 2007, c'était le pax, c'était pas compliqué, on ne demandait rien comme papier. Et puis après, ils voulaient absolument qu'on se marie, mais moi, je sortais d'un divorce et j'avais pas envie du tout. Mais bon, ils voulaient qu'on se marie, on est allé se marier en Côte d'Ivoire. Donc je vous laisse imaginer que les billets d'avion, la vie en Côte d'Ivoire et tout ça, c'était pour moi. Mais j'étais tellement heureuse avec lui que c'était même pas possible de penser que ça pouvait s'arrêter un jour. Donc on a fait tout ça. Je suis allée en Côte d'Ivoire 3 fois et j'ai adoré franchement ce pays. Je suis tombée vraiment au moment entre les deux guerres, on va dire, où il était tout juste possible d'avoir ses papiers, donc ce qu'il a eu, et où sa famille était adorable, enfin tout. J'ai compris la 3e fois que c'était surtout par intérêt, mais bon, il faut y aller plusieurs fois avant de comprendre. La vie, il faut y aller d'abord, parce que je vois la majorité des femmes qui vivent avec des gens, je vais dire des Ivoiriens, parce que je connais pas les autres, mais qui n'y sont jamais allés, ne savent pas à quel point nous, on est, comme ils disent à la télé, et on veut pas le croire, ils pensent qu'il y a qu'à secouer là un arbre en France et l'argent va tomber, quoi. Et ça, c'est terrible, quoi. Donc on va là-bas et en 3 jours, on n'a plus rien et malgré tout, on les adore parce que d'abord le climat est superbe, parce qu'ils sont gentils, parce qu'on a envie de les aimer, parce qu'ils sont adorables, quoi. En fait, on regrette même pas de leur donner. Sauf que quand on rentre en France et qu'on a des dettes et tout ça, là, c'est moins bien. Donc quand on a été mariés, dès qu'il est revenu, parce qu'on s'est mariés là-bas, dès qu'il est revenu avec son visa vie familiale et tout ça, donc visa long séjour, il a été plus distant et puis il a toujours trouvé du travail, mais il n'a jamais partagé l'argent les soucis de la maison. Oui. Il avait toujours autre chose à faire, toujours, enfin pas autre chose à faire, mais d'autres choses à payer, il n'a jamais rien donné, quoi. Et puis petit à petit, il rentrait très tard le soir parce qu'il me disait qu'il allait dans des maquis, c'est-à-dire on appelle ça ici des bars, là-bas c'est des maquis. Oui. Donc, il passait sa nuit dans les maquis pour réfléchir comment faire, pour gagner de l'argent, parce qu'il avait déjà un certain âge et qu'il fallait que moi, comme j'étais plus vieille que lui, on prépare notre retraite là-bas, qu'il achète une porcherie, qu'il achète une voiture pour faire un taxi, pour que avec ma petite retraite parce que je suis fonctionnaire, mais la retraite, ça devient de la peau de chagrin, quoi. Donc, que là-bas, on pourrait vivre comme des rois. Mais bon, plus ça allait, et puis moins il venait à la maison, et ça, on s'est donc mariés en 2008, là on est en 2011, j'ai demandé une requête de divorce en début d'année, là, et ça a été le harcèlement, quoi. Il m'a toujours dit, parce que comme il revenait rarement, je comprenais pas, moi je voulais une vie de famille, qui pour moi était normale et pour lui ne l'était pas, d'après ce qu'il disait. Qu'il soit là le soir, tout ça. Il voulait que j'adopte ses enfants, mais
Mais après, c'était à moi de me débrouiller, quoi, en gros. Il disait, mais en France, vous avez tout, les allocations, les ci, les ça, il n'y a pas à se soucier, puisque les autres le font, tu le feras, toi. Mais moi, je voulais pas faire ça toute seule, moi. Autant j'adore ces enfants, autant je voulais une famille. Pas une femme qui se débrouille toute seule avec 3 gamins, c'est bon, quoi. Quand Une ça vous tombe famille, comme ça une dessus. famille pour vous, c'était lui avec ses enfants. Voilà. Oui. Mais Mais j'ai bien aujourd'hui- compris que comme il rentrait jamais, Oui. la famille, c'était moi avec les enfants, mais pas lui. Mais à partir du moment où, au fond, vous avez été mariés, ça s'est très vite détérioré, c'est ça? Tout de depuis... suite. Tout de d'entrée. suite, hein? C'est ça. Dès qu'il est rentré. Et là, aujourd'hui, vous êtes dans une procédure de divorce. Qu'est-ce Oui. que... C'est très difficile parce que ça me coûte très cher et je sais même pas. Enfin, de toute façon, je vais la payer, mais je sais pas comment parce qu'en plus, il fait des dettes un peu partout et je sais pas comment ça va finir. C'est justement, il faudrait voir avec un avocat pour que vous ne soyez Ben pas voilà. J'ai solidaire de commencé ces ma dettes. procédure avec l'avocat. On va mais continuer l'avocat me dit que c'est- on va continuer à en parler après les informations, d'accord? Vous ne raccrochez pas, hein, Chantal. D'accord. Il est 1h, merci d'écouter Europe 1, le rappel des informations présentées par Charlotte Arrigoni. Bonsoir Charlotte.